Bonjour, Monsieur Marius Komwe. Bonjour à vous également. Bonjour à l'Assemblée, à toute l'assistance. Voilà, je suis bien là, voilà, à votre demande, à votre invitation. Merci, Monsieur Marius Komwe, c'est un plaisir. On va appeler ici Monsieur Jules Gorebi. Monsieur Jules Gorebi est le directeur des opérations de l'Observatoire de la fluidité des transports. C'est exact. C'est exact, parfait. Toutes ces entreprises qui viennent s'installer, si la fluidité fait défaut en Côte d'Ivoire, honnêtement, c'est un manque à gagner. Donc, monsieur Gorebi est bien à sa place. Il va prendre la parole tout à l'heure pour nous dire en quoi l'Observatoire de la fluidité des transports impacte le quotidien des Ivoiriens. Et vous allez être surpris tout à l'heure. On va appeler une dame, la troisième personne du panel, Madame Angaman Jocelyne. Voilà. On va parler de tourisme. Et, Madame Angaman Jocelyne est la sous-directrice de la coordination des bureaux étrangers et régionaux à Côte d'Ivoire Tourisme. Voilà. Merci. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Vous êtes bien installée? Parfait. Donc, avant ce panel, moi, j'ai fait mon petit sondage. Voilà, j'ai fait mon petit sondage dans la rue avec des amis. J'ai posé la question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce le prix? Est-ce le confort? Est-ce la flexibilité? Moi, j'ai ma petite idée, mais je pense que ces trois personnes-là sont plus outillées pour en parler. La première question va s'adresser à la dame. Honneur aux femmes. Madame Angaman, on parle de prix, flexibilité et confort. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en Côte d'Ivoire, le tourisme local coûte trop cher? Est-ce que vous avez cette impression aussi, tout comme moi? Merci monsieur. Honora Esso. Esso. Monsieur Isso, merci Oui. pour la question. Je pense que les clients ont l'habitude de nous le dire, de nous dire que les prestations sont assez élevées pour eux. Ils ont envie de découvrir la destination Côte d'Ivoire. Et nous exhortons les professionnels du tourisme à faire parfois des abattements sur les prix et tout cela. Mais il est clair qu'une certaine partie de la population se plaint des coûts. Voilà, une certaine partie de la population se plaint des coûts d'hôtel. Bon, on va commencer par le transport, comme dans le salon du transport. Billets d'avion, et tickets de transport, etc., etc. Mais on pourrait parler aussi du rapport qualité-prix. On peut parler du rapport qualité-prix. Je pense que dans le thème qui est énoncé ici, on parle du prix. Alors, les clients souvent se plaignent du prix, mais ils exigent la qualité. Voilà, ils exigent de la qualité à un certain niveau de prestations hôtelières. Ils exigent l'hygiène, ce qui est normal tout à fait. Ils exigent des chambres confortables. On a parlé du confort ici. Et donc souvent aussi, le tourisme a des coûts. Le tourisme a des coûts, mais nous plaidons auprès de nos professionnels pour un tourisme de masse. Il faudrait que l'ensemble des résidents puissent offrir des week-ends dans certaines destinations ivoiriennes, qui s'offrent des week-ends. Et quand il s'agit de débourser, peut-être, on va dire, 200 000, monsieur, madame, un ou deux enfants pour un week-end, apparemment, ce n'est pas très évident. Donc, c'est ce que je pourrais dire là-dessus. D'accord, c'est parfait. Monsieur Marius Komwe, vous allez peut-être rebondir sur ce que Madame Angama a dit. Vous êtes chargé de défendre les consommateurs. Est-ce que, de votre position, vous avez l'impression que les consommateurs ivoiriens se sentent soutenus? Est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs ivoiriens se sentent écoutés quand ils ont des problèmes, quand ils sentent que leur portefeuille maigrit?
est-ce qu'ils ont une oreille attentive? Est-ce que vous le ressentez? Alors, merci beaucoup pour cette préoccupation exprimée, qui résume d'ailleurs les motivations profondes qui président aux destinées de la lutte que nous menons au quotidien, dans la perspective de faire entendre justement les mécontentements, les angoisses, les peines et les souffrances de tout temps et en tout lieu, quel que soit le régime, au pouvoir dans notre pays. De tout temps, dis-je, nous n'avons de cesse de porter justement ces préoccupations auprès des décideurs. Ce qui veut dire tout simplement qu'il est bien évident que si tout allait bien, il n'y aurait pas de grogne à certains moments de l'histoire, du fonctionnement de l'histoire du pays. Mais la réalité en matière de transport, c'est que nos gouvernants, lorsqu'ils décident de prendre le destin du pays, nous font des promesses contenues dans leurs projets de société et dans leurs programmes de gouvernement. C'est ça qu'il faut retenir. Les raisons qui fondent l'existence des organisations de la société civile découlent du simple fait que des gens nous promettent, sans qu'on les y ait contraints, de faire notre bonheur. Une fois venus au pouvoir, nous attendons tout simplement la mise en œuvre des promesses, Des promesses, à nous tenir, ouais, effectivement. ou à nous faire lors des campagnes électorales. Tout à fait. Comment pouvez-vous concevoir qu'un maire, qu'un président du conseil régional, qu'un président de la République, avant d'être président de la République, bat campagne auprès des populations qui ne sont autres que les électeurs et les électrices? Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Votez-moi, je ferai ci, je ferai ça. Donc une fois élu, on attend la mise en œuvre. Dans le cas du transport, le problème est crucial aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À l'image des grandes nations que nous voulons ressembler, la Côte d'Ivoire est trop en retard en matière, j'allais dire, de modernisation de son système de transport. Nous croulons encore dans la bouillabaisse, permettez-moi l'expression. Mais c'est ça la vérité. En France, quand vous arrivez, vous avez des grandes gares qui accueillent tous les systèmes de transport. Vous avez par exemple la gare de Paris-Saint-Lazare, vous avez la gare de Lyon, pour ceux qui entendent parler. Mais même en Italie, vous avez la gare de Termini, qui est la plus grande gare d'Italie. En Suisse, et plus précisément à Genève, vous avez la gare de Cornavin, qui abrite tout, j'allais dire, tout le système de transport suisse. Vous avez les trains, vous avez les cars, vous avez toutes sortes, même les taxis. C'est le cœur du système de transport en Suisse. Pareil pour Paris-Saint-Lazare, c'est le cœur du système de transport en France. Vous allez en Belgique, c'est le même scénario. En Espagne, dans tous les pays qui se veulent développer, vous avez des grandes gares qui abritent tout le système moderne de transport. En Côte d'Ivoire, on nous l'a promis. Mais l'effectivité de la mise en œuvre de cette initiative traîne encore, laissant encore les consommateurs qui ne sont autres que les usagers des transports sur leurs fins. Le coût du transport aérien, sans citer de compagnie, n'est pas à la portée de n'importe quel citoyen ivoirien. Quel est le seul étudiant, un simple étudiant, qui peut prétendre faire des vacances en utilisant par exemple l'avion pour aller d'Abidjan à Korogo? Sur 10 Ivoiriens étudiants, peut-être même j'allais vous dire sur 100 Ivoiriens, vous n'en trouverez que 2 capables de payer le billet d'avion aller-retour Abidjan-Korogo en prenant une compagnie ivoirienne ou toute autre compagnie, pour ne pas en citer. Combien de parents, cadres ivoiriens, futiles, qu'elles soient dames ou hommes, peuvent se permettre, vous le disiez tantôt, de s'accorder des vacances avec sa petite famille, monsieur, madame, les enfants,
Ne serait-ce qu'à Bouaké, en quittant Abidjan pour Bouaké, madame le disait, il faut louer, il faut prendre un véhicule, il faut payer le carburant, il faut loger la petite famille, il faut manger. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire qui peuvent se permettre un tel luxe? Parce que tout n'est pas mis en œuvre pour permettre aux Ivoiriens de profiter de leur système de transport. D'ailleurs, vous constaterez que, et je vais clore sur cela puisque ce n'est que le début, Tout vous à fait. constaterez qu'en matière de transport, eh bien, sans vous parler du prix, sans vous parler du confort, mais je vous parle tout simplement même de la politique de flexibilité. Cette politique devrait amener les pouvoirs publics à asseoir ce que l'on appelle le droit du consommateur, l'un des droits fondamentaux du consommateur, qui est le droit au choix. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont le choix en matière de transport? J'en doute très fortement. Merci, M. je me Komwe. limite là. On aurait tellement aimé recevoir le responsable d'une compagnie aérienne pour nous expliquer pourquoi les billets d'avion sont si chers en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Pourquoi les billets d'avion sont si chers? Est-ce que quelqu'un a une idée? Monsieur Komwe, Pour aller en France, non, même pas en France, pour aller aux États-Unis par exemple, et je parle sous la coupole, et pour ne pas dire sous l'œil bienveillant de mon frère Gorebi, vous devrez pour aller aux États-Unis ou toute autre destination de cette zone, vous devrez passer d'abord par la France. C'est incongru. Pourquoi ce grand détour? Pourquoi moi comme moi, pour partir par exemple en Belgique, je suis tenu obligatoirement de passer par Paris? Pourquoi pour partir d'une contrée de mon pays à l'aéroport d'Abidjan, pour un pays européen, je dois forcément passer par la France? Et cela n'émeut personne. Et ça ne dit rien à nos gouvernants, parce que c'est tout ça qui plombe justement la cherté justement du coût du transport aérien. Il faut permettre à toutes les compagnies aériennes d'avoir la destination Côte d'Ivoire comme ligne de mire, de sorte à ce que les prix désormais baissent. Parce que tant que vous payerez pour les 6 heures de vol Abidjan-Paris et changer un vol à partir de la gare à partir par exemple la correspondance et de tout ça. Charles de Gaulle C'est ça. ou de toute autre gare pour aller, oui bien sûr, un vol de correspondance pour aller par exemple en Italie, en Belgique, en Espagne, vous êtes tenu de passer par Paris. Moi je trouve ça incongru. Il faut y mettre un terme en faisant la promotion de la destination Côte d'Ivoire vers d'autres compagnies, comme par exemple les compagnies espagnoles, les compagnies belges. Bon, Bruxelles SN venait à Abidjan. Bon, je ne sais pas s'ils continuent de venir. Bon, d'autres l'attesteront. Bon, par le passé, à un moment donné, un moment récent, il était question que les États-Unis fassent la destination Côte d'Ivoire. Là, au Ghana, ils atterrissent au Ghana, ils atterrissent au Sénégal, mais les avions américains ne viennent pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? D'accord. Monsieur Komwe, j'aimerais qu'on reste sur vous parce que c'est tellement pertinent ce que vous dites, c'est tellement intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que les taxes aéroportuaires, je vais y arriver, est-ce que vous avez l'impression que les taxes aéroportuaires agissent sur les prix des billets d'avion? Oui, il n'en demeure pas moins de le confirmer. Oui, les taxes aéroportuaires par rapport aux compagnies qui atterrissent, qui débarquent leurs marchandises ainsi que leurs voyageurs. Bon, bien évidemment, si vous exploitez, même au niveau de l'Europe, c'est aussi cher. Hein? Ce n'est pas typique seulement à la Côte d'Ivoire. Non, là, je vous le dis de façon claire et distincte. Tous les aéroports à travers le monde sont très chers. Hein, moi, je sais bien que Atlanta, voilà, aux États-Unis, qui est l'un des aéroports les plus vraiment en vogue, les plus costauds dans le monde, qui reçoit beaucoup de destinations, je peux vous dire que l'aéroport d'Atlanta est très cher, tout comme l'aéroport de Bangkok, hein, qui est l'un des aéroports au monde les plus performants, c'est aussi cher. Bref, pour nous qui avons beaucoup voyagé à travers le monde, eu égard aux activités professionnelles que nous menons, mais nous pouvons vous dire
que les taxes aéroportuaires sont un lourd fardeau sur la tête justement des compagnies aériennes. D'accord, d'accord, Monsieur Komoui, c'est parfait. La bonne nouvelle, bon, allez-y, rebondissez et puis... Je comprends bien le président des consommateurs qui défend ses consommateurs, mais je voudrais aussi dire que si vous avez lu le magazine du salon, Oui. si vous avez vu le magazine du salon, vous voyez que la destination est en construction. Et la directrice générale de Côte d'Ivoire nous le dit tous les jours. Nous sommes en construction, tout n'est pas parfait. On est bien conscient des difficultés que l'usager vit. Il a même comparé la destination Côte d'Ivoire à la destination française et tout ça. Mais il y a des projets en cours qu'il ne faut pas occulter. Dans le domaine du transport, si vous lisez le magazine, vous allez voir, je pense que monsieur de la fiduciaire routière est bien placé pour nous en parler tout à l'heure. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On va se dire, nous sommes tous des usagers, il faut patienter. Voilà, il faut patienter. C'est bien de tirer sur l'autorité, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Au niveau des prix, il y a, je pense, la CEDEAO qui a vu un peu qu'il y avait des taxes, ils vont se pencher là-dessus. Tout à fait. Donc, on va patienter. On est dans un processus de construction de la destination. En tant qu'office du tourisme, on se rend bien compte que tout n'est pas parfait, mais laissez-nous le temps. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que en début de ce mois, c'est ce que vous souhaitez évoquer, en début de ce mois, les ministres des Transports de l'espace CEDEAO se sont réunis à Lomé. Et je répète, la bonne nouvelle, c'est que les prix des billets d'avion vont bientôt baisser. Donc, à partir de 2026, la population va sentir qu'il y a une baisse au niveau des prix des transports aériens, voilà, de certains pays africains. On ne va pas dire tous les pays africains, mais de certains pays africains. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. C'est une bonne nouvelle. Oui, Monsieur Gorebi. Une bonne nouvelle, bien sûr, mais attendons de voir. Attendons de voir, vous êtes toujours... D'accord. Monsieur Gorebi, allez-y pour votre Merci. première prise de parole. Merci à Monsieur Komoué. Monsieur Komoué, il est le représentant des consommateurs. Les consommateurs, c'est aussi des consommateurs des services de transport. Oui. On est tous concernés. Nous sommes tous des usagers de la route. Donc les services de consommation, les services de transport qu'on présente, on est tous concernés. Mais vous avez vu que des trois critères qu'on a fixés, la flexibilité, le confort et prix, ce n'est pas les seuls. Parce que selon votre niveau social, il y a d'autres conditions que vous cherchez à avoir. Il y en a qui cherchent la propreté, ils veulent aller dans une gare où les cars sont très propres. Ils veulent aller dans une gare où l'accueil est personnalisé. Ils veulent aller dans une gare où il y a la ponctualité, où il y a la rapidité, où il y a la sécurité. Mais le prix demeure le facteur prépondérant. Surtout dans notre milieu où le niveau de pauvreté est un peu préoccupant pour tout le monde. Alors, donc il faut comprendre, monsieur Komoué, s'agissant de l'État, nous sommes les représentants de l'État. Moi, je suis de l'Observatoire de la fluidité des transports. Notre objectif, c'est de lever tous ces entraves dans tous les secteurs des transports, que ce soit dans le secteur aérien, dans le secteur maritime, dans le secteur routier, terrestre et ferroviaire. L'objectif de l'Observatoire de la fluidité des transports, c'est de annihiler les entraves, tous les blocages. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Le prix, ce n'est pas seulement le prix à l'international. Le prix même, c'est national. Si je prends l'exemple des gens de Benjerville qui viennent à Djamé, pour augmenter le prix, les transporteurs ont des petites techniques. C'est de sectionner le trajet. Ouais. Comme les gens disent, ils saucissonnent le trajet. Vous avez 500 francs, on vous donne 500 francs sur les étudiants, on vous dit vous voulez venir à Djamé. Si vous ne faites pas attention, vous n'arriverez jamais à Djamé. Parce que quand ils vont vous prendre, ils vont vous déposer nouveau goudron. Après un nouveau goudron, s'ils sont trop contents, derrière barrage. Alors, nous, Observatoire de la fluidité, notre troisième point, c'est les sensibiliser pour respecter le contrat. Parce que quand vous montez dans un véhicule, c'est un contrat que vous signez avec le transporteur.
Vous êtes le transporteur et lui, il est le transporteur. Je vais à Djamé, pour l'exemple de Benjerville, il faut qu'il te dépose à Djamé et nous au Carrefour La Vie. Alors, donc je voulais vous dire que l'État est en train de lutter. Pourquoi ces ouvrages, les différents ouvrages en construction, les aspects du transport, il y a les infrastructures, il y a le matériel roulant, il y a l'organisation, et puis il y a nous les usagers. Dans les infrastructures, s'il n'y a pas de route, si vous avez de jolies voitures, vous ne pourrez pas vous déplacer. Si vous avez des jolies voitures, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'organisation, vous êtes bloqué. Je donne l'exemple de ceux qui ont l'habitude de prendre les bus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix mondial, le choix des modes de transport. Parce que moi, peut-être je ne prends pas le bus il y a longtemps, mais les gens, ils ne prennent que le bus. Il y a des gens qui ne prennent que Yango actuellement. Il y en a qui prennent autre chose. Parce qu'en fonction de vos revenus, il y a des choix que vous faites instinctivement. Vous n'allez pas vous serrer dans le bus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer le prix? C'est de rendre la voie fluide. Quand on quittait Benjerville, aujourd'hui, il y a au moins 4 échangeurs en construction. L'objectif, c'est de rendre la circulation facile, de sorte que le transporteur, qui est aussi un usager, il doit faire 2 rotations, aller Benjerville à Djamé, Benjerville, pour rentabiliser son investissement. Parce qu'il a acheté un car qu'il exploite, il doit rembourser des traites à la banque. Mais s'il est bloqué dans la circulation qui ne peut pas avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente de façon tacite le prix pour pouvoir rentrer dans ses fonds. Vous avez vu? Donc, il faut, comme Madame de Côte d'Ivoire Touré le dit, l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire des efforts. Et nous qui sommes les démembrements de l'État, notre objectif, c'est de l'accompagner rapidement. Si vous prenez le boulevard boulevard jusqu'à Destin, qui est maintenant le boulevard Félix Houphouët-Boigny, il y a au moins 3-4 ouvrages en construction dessus. En dehors du pont HKB, il y a l'échangeur de Solibra, il y a le grand carrefour de Koumansi et le carrefour de l'aéroport que vous appelez le carrefour Aquaba. Tout ça, c'est fait pour qu'on gagne du temps. Et quand le transporteur gagne du temps, il arrive à faire ses rotations, il est obligé de diminuer le coût. Je vous dis, nous insistons tous sur le coût, parce que le coût est un facteur très important dans le choix des déplacements. Alors le déplacement, nous sommes venus aujourd'hui, le déplacement c'est quoi? Pour quelle raison on se déplace? Moi, si je n'ai rien à faire, je ne sors pas de la maison. Donc le déplacement, il faut avoir un motif. Si vous n'avez pas de motif, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et quand vous voulez vous déplacer, vous réfléchissez. Je prends quel type de véhicule? Je prends quel type de véhicule? En fonction de ce qui est dans vos poches, vous allez choisir. Souvent, vous combinez les types de véhicules. Il y en a qui ont marché ce matin beaucoup. Quand ils ont fini de marcher, ils ont pris Woro Woro, après ils ont pris Baka, ils ont pris bus, ils ont pris bateau-bus. Eux, depuis le matin, ils se sont levés, ils ont utilisé tous les modes de transport. On combine les modes de transport pour une seule activité de déplacement. Et le déplacement, c'est à quelle heure je pars. Il faut que tu saches. Parce que si dans mon quartier, le premier bus arrive à 5 h du matin, c'est inutile de me réveiller à 4 h. Ben, si je me lève, le bus ne sera pas là. Maintenant, c'est quelle voie moi je prends? Je suis à Bobo, je vais venir à Djamé. Je me lève le matin, j'ai réfléchi. Quelle est la voie que je dois emprunter pour arriver? Et puis je vais où? Si je viens à Cocody, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Donc, pour l'État de Côte d'Ivoire, on fait des enquêtes. Destination. On vous pose des questions. Souvent, vous voyez les gens sous les bâches, ils vous arrêtent, ils vous demandent, vous allez où? Vous allez faire quoi? Quand on finit de vous poser les questions, on sait que le déplacement, c'est dans tel sens. C'est pourquoi l'État, dans son projet de développement du transport, il a mis le premier projet de métro, c'est entre Agnama et Port-Boué. Parce que nous tous là, ceux qui sortent le matin côté Port-Boué et à Bobo pour aller à Port-Boué, ils sont les plus nombreux. Deuxièmement, viennent les gens de Yopougon qui passent par Djamé pour aller à Benjerville. Donc, en plus du métro, il y aura le BRT, le bus rapide de transit, qui va quitter Yopougon pour venir à Benjerville. Il va terminer juste après le carrefour Fékessé. Donc, l'État fait des efforts pour réduire toujours le prix du transport. Parce que quand vous allez avoir des trains confortables, des bus confortables,
on n'a même pas besoin de chasser les autres transporteurs. Vous n'avez même pas monté dedans. Ceux qui sont anciens comme moi, sur la route de Bassam, il y avait des 504. Est-ce qu'on a pris une loi pour les chasser? Quand il y a eu des cars qui sont arrivés, les minibus, les 504 sont allés à tout maudit, seuls. On ne les a pas chassés. C'est pour vous dire que quand on fait une bonne offre de Vous allez transport... terminer sur ça? Où ça? Vous allez terminer sur ça? Je vais terminer sur ça. Quand Oui. on fait une bonne offre de transport, le prix diminue, le temps de parcours diminue, et la qualité de service s'améliore. Aujourd'hui, vous avez avec les différentes plateformes de services, Yango, Uber et Hitch, vous voyez que les prix sont en fonction de vos demandes. Donc, je reste à l'écoute. Vous retenez que M. Komou est là pour nous tous. On est tous des usagers. On a aussi des consommateurs de services de transport. Donc, quand il parle pour tout le monde. Mais comme nous sommes de l'administration, nous devons travailler pour donner une réponse adaptée aux besoins de tous les usagers. Je vous remercie. D'accord, M. Gorebi, merci pour cette intervention. Abidjan est en chantier et on ne fait pas 10 minutes sans rencontrer un chantier, un échangeur, une route en rénovation et tout. Qu'est-ce que l'Observatoire de la fluidité des transports fait pour évidemment fluidifier ces différents axes qui impactent le confort des usagers? Parce que peu importe la taille du véhicule, sinon le moyen de transport utilisé, quand on passe 50 minutes dans l'embouteillage, on ne parle plus de confort, on commence à être fatigué. Est-ce qu'à ce niveau, vous agissez pour fluidifier justement ces différentes lignes-là de transport en général? OK. La première réponse que l'État donne, c'est de mettre à niveau les infrastructures. Parce qu'il y avait embouteillage d'abord, il y avait les congestions, qu'on appelle congestion de la circulation. Ceux qui sont à Yopougon, ils n'avaient qu'une seule solution, passer par l'autoroute pour venir. Aujourd'hui, ils ont 2 solutions, 3 solutions. Ils peuvent utiliser le bateau-bus, ils peuvent utiliser le 4e pont, ils peuvent utiliser l'autoroute du Nord. Donc, l'État est en train de porter des solutions. Tout à fait. En ce qui concerne l'OFT, lorsqu'il y a un projet qui est comme une réponse au blocage qu'on constate dans la circulation, nous intervenons au niveau de l'Agence nationale de développement. On fait partie du comité interministériel où on va pour valider les plans de circulation. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un chantier sur nos routes qu'on va bloquer. On propose des voies alternatives, des voies de délestage qui permettent aux gens, et on fait des communiqués pour dire, demain là, la route sera bloquée. Ou bien le chantier que vous voyez là, de tel jour à tel jour, il y a un chantier qui sera en construction. Donc prenez vos dispositions. Voici les voies de déviation. En fait, c'est une première solution. On sensibilise la population. Et les entreprises, on les sensibilise pour leur dire, vous qui êtes en train de construire, attention, faites vos livraisons la nuit. Envoyez le ciment, le fer, gravier. Si vous voyez la tour F, ça pousse. Mais vous n'avez pas vu les graviers sur la route. Hein. Vous ne voyez pas de sable sur la route, vous ne voyez rien, vous ne voyez aucun camion. Parce qu'on leur a dit à quel moment ils doivent faire les livraisons, l'approvisionnement de leurs chantiers. Et tous les chantiers, on les gère comme ça. 3e solution, on appelle les coordonnateurs de tous les projets. On les fait asseoir pour leur dire, toi tu es au grand carrefour de Koumansi, toi tu es à Kouaba, toi tu es à Solibra. Vous voulez faire vos plans de déviation, vous voulez fermer la route pour faire vos travaux. Il faut communiquer les autres, il faut que vous communiquiez entre vous. Donc moi, si je ferme le grand carrefour de Koumansi, qu'il va dévier les gens sur le boulevard de Marseille, j'informe mon collègue qui fait le métro pour lui dire, demain, je vais dévier les véhicules vers toi. Pour éviter que lui aussi, il ferme le boulevard de Marseille. Donc, notre rôle, c'est de coordonner les travaux entre les différents chefs de projet, afin de vous permettre de circuler. Mais si on ne le faisait pas, ça serait la catastrophe. Merci. D'accord. Madame Angamon, est-ce qu'à Côte d'Ivoire Tourisme, vous avez des projets colossaux pour permettre à la population de faire du tourisme local? Je reviens dessus parce que c'est tellement fondamental
est-ce que vous vous rendez compte que certaines personnes préfèrent aller à l'extérieur du pays que de visiter l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur sur lesquels vous travaillez pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire? Merci, M. Esso. Alors, Office national du tourisme, nous avons pour mission essentielle de promouvoir la destination Côte d'Ivoire, d'inciter les résidents, les Ivoiriens à pouvoir découvrir le produit touristique local. Alors, en tant que projet, nous faisons des campagnes de communication dans la ville, avec des panneaux où on dit visiter la Côte d'Ivoire, allez découvrir. On constate sur le terrain que l'Ivoirien, le résident ivoirien voyage. Il voyage beaucoup pour aller à l'extérieur. Et que faire du tourisme, c'est une prise de décision. C'est une prise de décision, c'est-à-dire que qu'est-ce que je mets de côté pour pouvoir découvrir la destination. Beaucoup se préparent, ils sont prêts à mettre de l'argent de côté pour aller ailleurs. Mais prendre cet argent-là pour découvrir leur destination, souvent c'est un peu difficile. Alors que ce soit les autres destinations, ce sont les locaux qui ont commencé à consommer le produit touristique avant que ceux qui sont de l'extérieur ne viennent. Donc, nous avons plusieurs cibles. Nous travaillons avec la jeune génération. Nous installons des clubs de tourisme dans les écoles pour que déjà, étant enfant, étant jeune, l'étudiant prenne goût à découvrir son pays. Il y a un problème d'abord culturel. À la base, il y a un problème culturel. On n'a pas l'habitude de mettre l'argent de côté pour faire du tourisme. Ça ne fait pas partie de nos priorités, on va dire ainsi. Donc, on ne met pas de l'argent de côté pour faire du tourisme, pour aller découvrir des destinations. Alors que c'est important. On a parlé de voyage. Il faut pouvoir s'évader avec sa famille. Mais est-ce que dans notre projet annuel, il y a cela? Est-ce qu'on décide, par exemple, de mettre de l'argent de côté parce qu'en août ou bien en décembre, on envisage d'aller à Yamoussoukro en famille, d'aller en Korogo en famille? Donc, à notre niveau, on fait une campagne de sensibilisation visuelle avec des panneaux pour dire aux personnes que la destination touristique de la Côte d'Ivoire, il faut la visiter. C'est ici que le tourisme commence ici d'abord, avant d'aller dans les autres destinations. D'accord. Je n'aime pas trop parler des autres destinations, puisque mon travail, c'est de faire la promotion de la Côte De la d'Ivoire. Côte Je ne d'Ivoire. vais pas dire le nom d'un pays. Effectivement, Voilà. effectivement. Le Donc, thème, après, oui, après allez-y, la- après allez-y. la cible, qui sont les étudiants, il y a les professionnels, les travailleurs en général. Voilà. Avec les comités d'entreprise, on essaie de les approcher pour leur dire, quand vous prenez vos vacances, il faut d'abord penser à la destination Côte d'Ivoire avant d'aller ailleurs. Il faut que culturellement, on l'accepte déjà. Une fois qu'on l'a accepté, on pense maintenant à faire des provisions dans ce sens, des prévisions dans ce sens. Il faut mettre de l'argent de côté parce que le tourisme a un coût. Tout à fait. Facilement, on peut dépenser, faire des cotisations pour aller ailleurs, mettre de l'argent, 1 million, 2 millions de côté parce qu'on veut aller ailleurs. Et quand on arrive là-bas, là, on est prêt à payer les hôtels. Hein. Là-bas, on paye les hôtels. Vous me direz, c'est sûr, en tant que consommateur, dans la qualité des services, etc. Mais on pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut que les professionnels fassent des efforts. Ensuite, il y a des éductours qu'on organise, ce sont des variables de familiarisation aux produits touristiques. On invite des corps constitués à faire les voyages qui sont financés par Côte d'Ivoire Tourisme pour les inciter à terme à développer ce genre de pratiques-là dans leurs entreprises. Voilà. D'accord. Merci, Madame Angamon. Ce que je souhaite qu'on fasse, c'est une sorte de tour de table pour évoquer quelque chose de très intéressant. Vous savez, le thème de ce jour ne nous donne pas, j'ai envie de dire, nous donne le choix. Le prix, le confort et la flexibilité, qu'est-ce qui compte le plus pour l'usager? C'est une question directe que je vous adresse maintenant. Selon votre analyse, selon votre profession, selon votre perception voilà, selon votre appréciation personnelle et tout, qu'est-ce qui compte réellement pour l'usager? C'est un dernier tour de table avant qu'on ne prenne les questions du public. D'accord, merci M. Esso. Alors,
quand on parle de flexibilité, on parle de la façon qu'on pourrait, par exemple, je prends l'exemple de l'avion, hein, changer les horaires de mon voyage facilement. J'ai pris mon billet d'avion, mais je me rends compte que le samedi, j'ai une contrainte familiale qui va faire que je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller changer mon billet d'avion, etc. Tout à Le fait. confort, c'est dans l'avion. Comment ça se comporte? Est-ce que je prends une classe éco, ou bien je prends business, ou bien la première classe, et puis le prix. Alors, lorsqu'on nous a parlé de ce thème, on a essayé d'appeler des agences de voyage, des personnes des compagnies aériennes, pour demander plus ou moins quelles sont les habitudes de l'usager. Alors, ils nous ont répondu que le prix est déterminant, mais de plus en plus, le confort joue beaucoup. Voilà. C'est vrai, la flexibilité viendra en troisième partie. Le confort joue beaucoup parce que maintenant, un peu plus, le client est sélectif. Parce que comme le président a dit, beaucoup ont voyagé. Ont beaucoup voyagé. Donc, que ce soit en interne comme en externe, le confort commence à prendre un peu plus d'ampleur. Voilà, parce que les gens connaissent maintenant les pratiques hôtelières. Tout à Ils fait. connaissent aussi, Tout à fait. ils sont exigeants en matière de restauration. Donc, D'accord. au niveau du confort, on se rend compte que ce n'est pas que le prix. Tout à fait. Voilà. Le confort implique aussi une notion de sécurité. Il y a le confort, sûrement que l'opérateur prend un peu plus conscience du fait que je sois en sécurité en tant que client. Voilà. Donc, moi, je dirais le prix, mais je mettrais moitié confort. Le confort Donc, aussi. prix, confort, prix et confort, Prix et confort. prix et confort et flexibilité après. Voilà. Merci beaucoup, Moi, c'est ce Madame que je Angamon. Monsieur Marius Komwe, qu'est-ce que vous pensez? Prix, confort, flexibilité, les Ivoiriens penchent pour quoi finalement? La flexibilité s'impose déjà sur le marché du transport. Vous avez la flexibilité, je vous l'ai dit, c'est justement ce modèle de système de transport qui donne le choix à l'usager des transports terrestres de choisir, par exemple, de voyager en car, de choisir de voyager en train, de choisir de voyager en avion. De l'autre côté, aujourd'hui, ce que l'Ivoirien recherche, c'est deux choses, et elle a totalement raison. Le prix, mais également le confort, parce que ça va avec. Quand on met le prix, quand on met son argent, on s'attend donc à un service de qualité. Tout à fait. Et je crois qu'avec l'évolution du temps et au regard des technologies de l'information qui aujourd'hui permettent aux populations de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, eh bien, il faut s'attendre aujourd'hui à ce que les Ivoiriens exigent que le système de transport dans tous ces compartiments soit leur offre la conformité, leur offre tout ce qui va avec le confort. C'est vrai que le prix, on le disait tantôt, nous payons assez. On parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire de croissance, d'une croissance de la fiscalité qui détermine donc un paiement évident, beaucoup plus des populations, des taxes et de leurs impôts. S'il y a une croissance de la pression fiscale, s'il y a une croissance de la fiscalité, cela veut dire que nous payons beaucoup. Et si nous payons beaucoup, l'État doit, à travers le ministère en charge de mettre en œuvre sa politique de transport, veiller à ce que les Ivoiriens disposent de moyens de transport qui leur permettent de faire le tour de leur pays, d'abord. Et c'est en cela que nous saluons donc l'avènement de Air Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui à des Ivoiriens d'aller au nord par avion, d'aller au centre par avion, et nous espérons qu'ils iront donc à l'est également chez moi à Bengourou par avion, et pourquoi pas à Bondoukou, et j'en passe. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Il ne faut pas causer justement ce tort à l'ensemble des Ivoiriens. Un groupe d'Ivoiriens qui ont permis la création de Air Côte d'Ivoire à travers leurs taxes et leurs impôts, perçoivent ou reçoivent cette compagnie dans leur région, quand d'autres régions n'en reçoivent pas. Ce n'est pas normal. Donc c'est une injustice qui sera certainement réparée après ce panel. J'en doute très fort.
De même. On va pas être Si trop long, l'État, on va pas être justement- trop long, Non, vous je allez, vais vous couper. allez finir Si par là. l'État doit également être regardant, eh bien, l'État doit veiller à ce que, en se désengageant du système de transport et en l'offrant donc aux particuliers, l'État veille à ce que justement ces particuliers ne fassent pas tout et n'importe quoi, au détriment de ces populations. Et ça, c'est crucial. Le rôle de l'État, c'est d'être un régulateur. Tout à fait. Or, que constatons-nous? On régule un secteur dans l'intérêt des populations et les populations elles-mêmes, au travers de la gestion moderne d'un État, se sont constituées en organisations pour veiller sur les intérêts, mais ces organisations ne sont pas associées à la sphère des décisions. On crée des instances de régulation dans le système du transport. Vous avez le Haut Conseil des transports. Les usagers ne sont pas représentés. Donc, on régule pour qui? Bon, je pense que ça c'est un plaidoyer que vous faites. Tant qu'on ne donnera pas la parole. Ça sera écouté, ça sera écouté. M. Gorebi est dans le système du transport, ce n'est pas aujourd'hui, hein, c'est un sachant. Et il sait lui aussi combien d'années je suis avec eux dans cette affaire. Il faut que les gouvernants comprennent que le combat que nous menons, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de tel ou de tel. Sur tous les régimes, nous n'avons que le même discours. Nous n'avons pas changé d'un iota. Et après ce régime, nous continuerons d'avoir le même discours. Lorsqu'on est membre de l'administration publique, on est le bras séculier, le bras exécutant de l'État. La politique de l'État, c'est conçue par les gouvernants et ceux qui les mettent en œuvre, c'est bien l'administration publique. Ce n'est pas les populations, ce n'est pas les usagers. Nous, on nous demande de payer taxes et impôts pour que nous puissions faire ce que vous attendez de nous. Mais quand on paye, il faut bien qu'on attende les résultats. Donc ça, c'est votre mot de fin. Merci beaucoup, M. Marius Komoué. M. Gorebi, Jules, vous allez être bref. Bon, M. Komoué, on retient prix et confort et la flexibilité s'impose. Du coup, voilà. Parfait. Monsieur Jules Gorebi, allez-y. Bon, pour moi, tous ces facteurs sont importants. Tout à fait. Tous ces facteurs se combinent. Parce que la flexibilité, on le dit, hein, c'est l'adaptation de l'offre à la demande. Et nos amis Baka, je prends l'exemple pour que vous compreniez. Le matin, quand la demande est forte, ils vous prennent, ils vous déposent tout près là. Le soir, vous les voyez passer vide. Parce qu'ils veulent aller chercher le coin où il y a plus de clients. Ça, c'est la flexibilité. Souvent, nous voyons un bus, on attend, le bus passe vite devant nous. Il n'adapte même pas son service à la demande, à l'instant où on est. On dit son système n'est pas flexible. En transport, il n'est pas flexible. Le transport doit s'adapter à la demande. Lorsque le besoin est là, moi j'apprécie beaucoup nos transporteurs artisanaux. Lorsqu'il y a beaucoup de clients et ils font demi-tour, ils viennent vous prendre, ils vont vous déposer. Ça, c'est une flexibilité. Deuxièmement, surtout en matière de transport de marchandises, on est resté beaucoup sur le transport de personnes ou voyageurs. Lorsque vous faites venir vos bagages de Yamoussoukro et que vous voulez déposer chez vous à Koumansi, si vous venez avec un car d'une compagnie, il va laisser votre bagage à Djamé, Yopougon ou quelque part, sans aller chez vous à la maison. Alors que le véhicule, le camion, le car, comparé au train, vous pouvez voir le chauffeur, il va aller déposer votre bagage à la maison s'il veut. Vous remarquez bien nos amis qui ont les conteneurs, les commerçants, ils arrivent à faire partie les conteneurs devant les magasins. Ça fait partie des points de flexibilité qui est une qualité du transport routier. Le transport routier a cette force-là, gagne plus de temps. Pour ceux qui sont de Korogo, il y a 20 ans, il y avait des taxis à Korogo. Et les taximens de Korogo... vous allez conclure par là. Je vais conclure. Les taximens de Korogo, ils avaient des lignes entre les quartiers. Quand il y a eu la crise, les mototaxis sont venus. Les mototaxis prennent les gens maintenant, il n'y a pas de ligne, ils vont te déposer devant ta porte. Flexibilité. Dès qu'ils ont commencé à déposer les gens devant les portes, les gens ne veulent plus voir les taxis. Ils ne veulent plus voir les taxis parce que le taxi te prenait, il te dépose et le reste tu fais à pied avec bagage sur la tête. Et en appliquant la politique de flexibilité, les mototaxis les ont éliminés
par la concurrence, les ont éliminés sur ce segment-là. En termes de choix de notre thème, notre thème qui est là, tous ces facteurs, flexibilité, confort, prix, sécurité, rapidité et puis ponctualité. Parce que quand vous voulez aller au travail, quelqu'un qui a la flexibilité, le confort, le prix est bon et puis il ne vient pas. C'est-à-dire que vous êtes arrêté, il n'y a pas de véhicule. On fait quoi? Donc, il y a plusieurs facteurs qui se combinent et l'usager que nous sommes tous, on choisit en fonction de nos besoins. Merci. Bon, c'est clair, donc tout est important. Il n'a pas voulu faire un choix, donc tout est important, on retiendra ça. Merci à nos panélistes, merci d'avoir suivi ce panel. Ce n'est pas terminé, si vous avez des questions, 1 ou 2 questions, on les prend, ils répondent rapidement. Et voilà, au premier rang, un micro s'il vous plaît. On va prendre 2 questions, après, voilà, une question ici et une question derrière, et voilà, ce sera tout. Ok, allez, merci bien. Moi, c'est M. Dramé Adama de l'OFT. Je voudrais poser une question à M. Maurice Komoé, le président Maurice, mais bien avant cela, il lui dit que c'est bien intéressant quand même de porter des critiques qu'il a fait tout à l'heure vis-à-vis donc de la gestion de nos dirigeants en ce qui concerne peut-être le secteur du transport. Mais j'espère là que d'ici la fin de l'émission, il aura quand même le courage de reconnaître quand même tout ce qui est fait en termes d'infrastructure également. Mais là, c'est une question de gauche et droite. On va en parler après. Maintenant, ma question pour le président Maurice, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le rapport qualité-prix est une réalité en Côte d'Ivoire? Le rapport qualité-prix, parce que ça rentre quand même bien dans le thème qui nous est proposé, confort-prix. Le rapport qualité-prix, est-ce que c'est une réalité? En d'autres termes, est-ce que les infrastructures aujourd'hui sont de qualité de telle sorte que de plus en plus ce transport devient de plus en plus confortable. Et lorsque c'est confortable, forcément ça a un prix. Voilà. Merci. Monsieur Marius Komoé, vous allez en même temps répondre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci mon cher ami et cher frère. Soyez rassurés, on se tient très loin de certaines comparaisons d'ordre politique. Sous tel régime, c'était ceci, ou sous tel autre, c'était comme ça. Nous, on ne voit pas la vie comme ça. Écoutez, monsieur, les infrastructures dont vous parlez, c'est avec mes taxes et mes impôts. Ce n'est pas l'argent des dirigeants qu'on construit ça. Vous avez compris? C'est à la sueur de mon front qu'on vient me presser mon porte-monnaie. On vient presser ma poche. On presse la poche de ma compagne, de vos compagnes, de nos amis, des fonctionnaires, des travailleurs du secteur privé. L'État n'a pas de champs de café ni de cacao. L'État n'a pas de villas pour encaisser les rapports locatifs et venir construire ces infrastructures. C'est dans nos poches qu'ils viennent chercher l'argent. Vous avez compris? Le président de la République, je peux vous dire vrai, il ne paye pas de carburant. Il ne paye pas de maison. Il ne paye pas d'électricité. Il ne paye pas d'eau. Mais moi, je paye l'eau, je paye l'électricité. Et puis lui qui ne paye pas, il me fixe le prix. Tu trouves ça normal? Lui, il ne paye pas maison, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas carburant, mais lui, il me fixe le prix. Mais pourquoi je fais tout ça pour lui? Lui et son gouvernement et les membres de les institutions. En plus, non satisfaits de presser ma poche, quand ils finissent leur fonction, ils s'en vont même, après avoir fini d'exercer le pouvoir d'État, je dois continuer de les entretenir avec des rentes viagères. Tu trouves ça normal? Et pourtant, c'est eux qui ont le plus gros salaire. Au moment où ils sont en fonction, ils ont les plus gros salaires. Mais même quand ils finissent leur travail, madame va finir de travailler, monsieur va finir de travailler en tant que fonctionnaire. Quand ils s'en vont, ils n'ont pas de rente viagère. Pourquoi? Des gens qui ont eu de plus gros salaires avec des budgets de souveraineté, au moment où ils s'en vont, chiffrés d'ailleurs à des centaines de milliards, on doit encore leur donner de l'argent chaque mois comme un Gbagbo, comme un Harry Konan Bédié, paix à son âme. Et certainement comme un Ouattara demain. Tu trouves ça normal? Je t'ai posé une question, tu trouves ça normal? Bien, c'est ça la réflexion. Nous sommes une nouvelle génération de leaders politiques. Il faut arrêter de presser le peuple pour son bonheur personnel. Et puis ils roulent carrosse, ils sont heureux. Mais nous vivons malheureux. Ça s'applaudit. Ce que j'ai dit, c'est la réalité de la vie. Mais nous continuons de les entretenir, de mettre tout ça à leur disposition. En retour, qu'est-ce qu'on attend à ton avis? Qu'ils fassent notre bonheur, que la vie soit moins coûteuse pour moi,
que mes enfants puissent bien aller à l'école, que je puisse avoir des loyers à moindre coût pour celui qui ne peut pas se construire une maison, que je puisse me soigner décemment et qu'arrivé à l'hôpital, on ne me crée pas assez de problèmes pour pouvoir me soigner. Tout ça, c'est le rôle du gouvernant. Faire le bonheur de ces populations, c'est pour ça qu'ils prennent le pouvoir d'État. Ce n'est pas pour faire leur bonheur et puis se contenter de nous narguer. On est d'accord? Si on a compris ça, je reviens pour vous dire tout simplement qu'en matière de transport, les infrastructures, contrairement au passé, puisque c'est ce que vous attendez, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, au Fort-Boigny, personne n'a fait ce que le régime là a fait. Oui, il faut le dire de façon claire et distincte. À ton avis, tu as vu qui a fait ça aussi dans ce pays? Mais après ça, au prix de quel sacrifice? On dirait, toi, tu ne te souviens pas, ou bien toi, tu ne payes pas taxes et impôts. Oui, ils ont fait tout ça, c'est bien, mais au prix de quel sacrifice de nos poches et de nos porte-monnaies? Si on a compris ça, on dit non, ils doivent continuer, parce qu'ils se sont désengagés du système du transport. Aujourd'hui, la Sotra, par exemple, pour ne pas la citer, qui est la société d'État qui transporte les Ivoiriens, est à Abidjan, est à Boaké, est à Yamoussoukro, mais il faut bien que la Sotra couvre tout le pays, parce que c'est tous les Ivoiriens qui la font vivre. On est bien d'accord? C'est ça que nous prêchons comme information. Et bien évidemment, au niveau du transport terrestre, il faut faire en sorte que l'État qui n'a pas de car pour rallier un point X, par exemple, une ville de la Côte d'Ivoire à une autre, puisque l'État n'est pas dans la compagnie des transports, mais l'État a cédé ce secteur, ce pan essentiel de l'activité de transport à des particuliers, mais l'État doit veiller à ce que cela ne fasse pas tout et n'importe quoi, comme il a précisé tout à l'heure, qu'on me prenne à Benjerville, qu'on me descende à Barrage ou qu'on me descende à l'école de police, en lieu et place du contrat signé au début. Au moment où je montais dans le Baka, j'ai dit je partais à Djamé. Mais il arrive à l'école de police, il dit non, à lui, il ne va plus à Djamé. Et si tu ne fais pas attention, il va te rouer de coups. Tes frères font ça, tu trouves ça normal? Non, ça va, on va s'arrêter sur ces mots. Voilà donc, chers frères, c'est ce combat-là nous menons. Parce que les Ivoiriens, à leurs heures de descente, aux heures de pointe, regardez combien de fois ils souffrent pour rentrer chez eux. Il y en a qui arrivent chez eux à 23 heures, à minuit moins, surtout aux heures de pointe. C'est scandaleux. Et puis le lendemain matin, ils doivent pointer présente au travail, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'administration privée. Nous nous battons pour tout ce monde-là, qu'il soit fonctionnaire ou pas, parce que nous voyons que les centrales syndicales qui ont en charge la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts ont démissionné. Merci, M. Maurice Komoué, pour cette brillante intervention. On va prendre la dernière question et on mettra fin à ce panel. On n'a même pas envie de finir. M. Maurice Komoué est tellement brillant. Allez-y pour la dernière question. Moi, parce que c'est l'État. Hein. Moi, je suis très respectueux de l'État et des personnalités qui incarnent le pouvoir d'État. Je suis respectueux du président de la République. Je suis respectueux du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Mais lorsque je prends mon habit de président de consommateurs, ils sont des consommateurs et ils ont en charge, ils sont des gouvernants et ils ont en charge de faire le bonheur du consommateur au nom duquel je me bats, au nom duquel nous créons les associations, au nom desquelles nous parlons et nous continuons de poser les problèmes des Ivoiriens. Donc quand on est président de consommateurs, c'est sans parti pris. On pose les problèmes de l'Ivoirien, qu'il soit du nord, de l'est, qu'il soit membre même ou militant du parti. Parce que le combat, quand on diminue le RIC après une victoire des consommateurs, ça ne t'arrange pas? Eh bien voilà, donc battons-nous ensemble au lieu d'être sur les réseaux pour dire non, on dirait lui là, il rejoint Tiam, hein, ou bien lui là, on dirait il est pro-Gbagbo. Hein. Non, on se bat pour que nous tous nous soyons heureux. C'est clair, le bonheur des Ivoiriens ne se négocie pas. Voilà. La dernière question, on y va? Ok, merci beaucoup à nos différents panélistes. Je me présente rapidement. Je suis M. Kouakou Daniel. Je suis étudiant à l'université de Cocody. Et j'ai une question sur le tourisme. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que vos cibles sont principalement d'abord les étudiants. J'aimerais savoir s'il y avait des campagnes qui étaient menées pour que nous, étudiants, nous ayons de plus amples informations sur le tourisme en Côte d'Ivoire et si les coûts étaient abordables pour nous en tant qu'étudiants. Pas seulement que ça, mais est-ce qu'il y a
je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce qu'il y a est-ce que nous avons la capacité de pouvoir travailler avec l'agence du tourisme, impliquer en fait les étudiants dans le tourisme ivoirien? Ça, c'est ma première question. Je vais finir rapidement avec ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est sur le thème, principalement sur le prix du transport. Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre le racket? Et le racket agit beaucoup sur la flexibilité. Récemment, j'ai acheté un petit frigo à Treichville et je devais envoyer le frigo à Bobo. C'était vraiment difficile d'avoir un taxi parce que le taximètre, à chaque taxi que je prenais, que je devais prendre, me disait que c'est de l'or, c'est comme si c'est de la drogue que tu as mis dans mon taxi et à chaque arrêt, lorsqu'on va croiser un policier, c'est toi qui vas payer. Est-ce que si tu es d'accord, je vais prendre ton frigo? C'était la première condition. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour pouvoir nous aider, nous qui n'avons pas de grands moyens, nous les consommateurs, sur le point du racket? Merci beaucoup. Donc, Madame Ngama, vous avez 2 minutes. 1 minute pour le premier volet de sa question et 1 minute pour le deuxième volet. Donc, pour le premier volet... J'avoue que le second volet, voilà, allez-y. Franchement, ce n'est pas de mon ressort, mais je vais commencer par le premier. Oui, je pense que M. Gorebi va répondre pour la question du racket. Alors, oui, M. Gorebi, voilà. Il a parlé du tourisme, il a parlé des jeunes, de la jeunesse. Alors, nous ambitionnons de créer des clubs de tourisme dans les écoles, les écoles des étudiants. Nous avons commencé ce processus, mais il n'est pas achevé. On se dit que si les élèves et les étudiants entendent parler du tourisme très tôt, demain, ils seront les consommateurs. Ils sont les consommateurs de demain. Mais, comme ce n'est pas dans la culture, à la base, le voyage en tant que tel, on a l'habitude d'aller se déplacer, parler dans nos régions d'origine. 30 secondes. Pour faire le tourisme, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, on veut inculquer cette notion-là très tôt aux jeunes, aux élèves et étudiants. D'où la création de ces clubs de tourisme. Vous avez parlé du prix. Quelles sont les stratégies mises en place pour faire en sorte que le prix soit abordable? C'est ça, non? Voilà. Vous auriez souhaité, en tant qu'étudiant, faire du tourisme. Le tourisme a un coût. Ça, on ne va pas vous le mentir, le tourisme a un coût. La chambre d'hôtel, des prix qui s'affichent et tout ça, ce n'est pas vraiment de votre bourse en tant qu'étudiant. Donc, ce que vous faites, vous vous constituez en association et faites des excursions. C'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Bon, moi, je vais vous encourager dans les excursions. Pour le tourisme de masse, on n'a pas encore vraiment développé des produits, mais on se rend compte qu'il faut que les prix soient quand même abordables pour que même les étudiants puissent faire du tourisme. Ça, on va dire que c'est un des besoins que vous avez manifesté lorsqu'on a rencontré les étudiants. Ils en ont parlé aux autorités de Côte d'Ivoire Tourisme par rapport au prix. Et donc, je pense qu'on va commencer à faire mettre en place un certain nombre de stratégies auprès des opérateurs du secteur pour voir dans quelle mesure vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez consommer le produit aussi. Pour que demain, quand vous serez des travailleurs avertis, vous allez pouvoir maintenant aller visiter les sites touristiques sans difficulté. C'est ce que je peux dire. Merci, Madame Ngama. Monsieur Gorebi est très à l'aise à l'idée de parler de racket parce que cela fait partie des attributions de l'Observatoire de la fluidité des transports. Donc, Monsieur Gorebi, vous avez 1 minute. 1 minute? Oui. Mon Dieu. C'est peu, mais allez-y. On va y arriver. Bon, je vais rassurer celui qui a posé la question pour dire que l'OFT a pour objectif de lutter contre la cherté de la vie. Et pour lutter contre la cherté de la vie, on lutte pour que le niveau de vie, le prix du transport baisse. Et dans le prix du transport, il y a ce que tu appelles le racket, que nous appelons les perceptions illicites. C'est-à-dire, si vous quittez Abidjan, Yamoussoukro, vous allez voir un certain nombre de forces commises au contrôle qui se trouvent sur la route. Ça s'appelle les forces de l'ordre, ça s'appelle les syndicats, ça s'appelle les transporteurs eux-mêmes qui sont sur la route. Mais quand ils prennent de l'argent à un transporteur, le transporteur, il va imputer sur le coût du transport. Ça augmente le prix. Alors, donc, l'OFT, notre méthode, on a
sectionner le pays en 4 grandes régions où nous allons pour collecter des données sur le nombre de barrages dans chaque région. Donc, on fait une note de politique qu'on adresse au préfet de la région pour lui dire, dans ta région, on a constaté une prolifération de barrages. Et on lui donne le taux de perception, c'est-à-dire tout ce qu'ils prennent aux gens, c'est-à-dire un transporteur qui quitte Abidjan jusqu'à Yamoussoukro par la côtière, c'est qu'on lui a prélevé, nous avons un centre d'appel. Donc on fait de l'assistance aux transporteurs comme aux usagers. Vous êtes obligé d'appeler pour nous dire, je viens de me faire racketter à tel endroit. Et si mes collègues sont là, ils vont vous donner les numéros. Et nous, on s'appuie sur ça pour écrire au commandement des forces qui sont impliquées dans le racket. C'est comme ça que nous avons réussi à réduire le nombre de barrages sur certains corridors. Si vous voyez qu'autour d'Abidjan, il n'y a plus de barrages. En allant à Jesco, même quand vous quittez Abidjan, jusqu'à Yamoussoukro, il n'y a pas de barrage officiel. Il faut prendre la route de Gaïnwa pour voir la première fois quelqu'un qui vous arrête pour vous fouiller. Tout le reste, c'est des points de racket. Si vous prenez le corridor Abidjan-Noé qui va à Lagos, Gonzague, où il y avait un corridor, le corridor de Gonzague n'existe plus parce qu'on l'a fait enlever. Nous, on appelle ça le démanteler un barrage. On a démantelé le barrage de Gonzague-Ville. De Gonzague jusqu'à Bassam, il n'y a rien. Jusqu'à Boisseau, vous allez trouver, à Boisseau, vous ne trouverez pas de barrage, mais vous allez trouver des policiers en observation. Ils sont dans la ville, ils sont en observation. Le seul barrage officiel que vous allez trouver, c'est le barrage frontalier de Noé. Pourquoi on a fait ça? On avait près de 17 barrages. Si chacun prend 1000 francs au transporteur, ça lui fait 17 000. 17 000, il va partager à ses voyageurs. Donc, si vous devez payer 1000 francs pour aller à Boisseau, ça va devenir 1500. Alors, c'est que vous avez été victime d'un abus. Il faut signaler à ces différents numéros. Il faut donner leur... On a beaucoup lutté. Le ministère des Transports et l'Observatoire de la fluidité des transports a permis aujourd'hui, vous voyez les caméras dans la ville. Les caméras sont dans la ville parce qu'on est en train de dématérialiser le contrôle. Aujourd'hui, quand la caméra vous prend, la caméra ne va pas vous prendre de l'argent. On vous envoie une notification. Vous pouvez contester pour dire c'est pas moi, c'est pas juste, je n'étais pas là-bas, mais vous avez des recours. Mais avant, quand c'était un individu, il fabrique des prétextes pour vous prendre de l'argent. Donc, il faut te rassurer, l'État ne laisse pas les citoyens dans la souffrance. On a des procédures pour punir les agents indélicats. Au départ, quand on a commencé l'opération, on n'avait pas de nom sur les poitrines. Les noms que vous voyez, les bandes patrimoniales que vous voyez sur les forces de l'ordre, c'est à la demande de l'OFT. Parce que quand on disait que celui-là a racketté, leur commandement disait donne-moi son nom. Donnez-moi son nom. Mais on n'a pas les noms. On dit bon, si vous voulez qu'on donne les noms, écrivez les noms de vos agents sur votre poitrine. Donc moi, quand je suis en train de passer en tant que directeur technique, je vois policier, gendarme, quoi. Et puis il n'a pas son nom, il dit tu es en mode raquette. C'est-à-dire quand il est en mode raquette, il enlève. Comme ça, on ne sait pas qui c'est. Il dit il faut remettre ton nom. Donc si vous le voyez, vous prenez son nom et puis on va appeler le commissaire ou le commandant de brigade de sa zone pour lui dire le monsieur qui s'appelle comme ça, là, il a raquetté telle personne à tel endroit. Il faut savoir que ça chauffe. Merci beaucoup à vous. Et c'est sur cette intervention qu'on va mettre fin à ce panel. Merci d'avoir accepté de voyager avec moi. Je dirais avec nous. C'était Honora Esso, votre commandant de bord. En toute fluidité, oui.